Honorable Prosper Higiro, haut commissaire du Rwanda au Canada, cher parlementaire Ariel Kayabaga et amis du Rwanda, je tiens aussi à tout préalable à vous saluer puis à vous exprimer toute notre solidarité, notre reconnaissance. Nshuti bavandimwe banyarwanda bene wacu muraho neza. Ndagira ngo mbaramutse mbikuye ku mutima kandi mbagezaho n'intashyo y'abavandimwe banyu bacu bo mu Rwanda. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mon premier propos est naturellement celui d'adresser, je viens de le faire aussi, ma sincère reconnaissance aux organisateurs de cette importante conférence qui se tient ici à Ottawa, dédiée à la mémoire des victimes du génocide commis contre les Tutsis il y a de cela 30 ans. C'est un travail de très haute importance et c'est aussi pour moi un plaisir d'être parmi vous. Même si c'est pour un moment très court, je suis arrivé hier en fin d'après-midi et je repars malheureusement demain matin pour d'autres exigences. Mais je tiens à vous remercier pour cette invitation. C'est un travail de haute importance parce que les victimes furent tuées dans des conditions extrêmement atroces, avec une impitoyable cruauté et dans l'indifférence internationale. C'est donc un devoir d'humanité de les honorer, et les honorer à travers le monde. Leur mémoire est d'autant plus nécessaire du fait que les concepteurs et exécutants de ce génocide, ce crime abominable, en tuant les Tutsis, ils niaient tout simplement leur humanité. Plus grave encore, une fois le crime consommé, il y a des négationnistes qui se hasardent à nier la spécificité du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda entre avril et juillet 1994. Le Canada ne fait pas malheureusement exception de ce phénomène criminel qui rend les victimes auteurs du crime qui a anéanti les leurs. Qu'il suffise, vous le savez bien, de rappeler le cas le plus scandaleux, celui de la journaliste Judy Reva, qui, depuis quelques années, s'est installée dans la nébuleuse des faussaires de l'histoire de ce terrible génocide, en faisant la promotion des allégations sans fondement de personnes condamnées par la justice internationale pour erreur dans le génocide. Judy Reva ose affirmer et écrire que pour prendre le pouvoir, le président rwandais, son Excellence Paul Kagame, qu'il aurait besoin du génocide des siens pour prendre le pouvoir, qu'il aurait donc planifié et déclenché ce terrible génocide dans le but d'y mettre un terme afin de s'opposer en sauveur aux yeux du monde et d'asseoir sa domination sur le pays. C'est une grossière insulte aux victimes et au Front patriotique rwandais qui fut le seul, je dis bien le seul, à se battre, à s'être battu pour mettre fin à ce crime au moment où tous les acteurs internationaux avaient abandonné le Rwanda. Selon les très nombreux travaux de chercheurs, notamment Yves Terno, l'un des meilleures connaissances du phénomène génocidaire, chaque génocide est suivi de son négationnisme. Pour ce qui est du génocide des Tutsis, sa négation s'est installée dès les premières semaines de sa consommation, en prenant la forme d'un rejet absolu du crime et de ses spécificités. Au fil du temps, les tenants de cette thèse ont échoué à cause de sa reconnaissance par le Tribunal pénal international pour le Rwanda notamment et par les Nations unies. Dès lors, ils ont adopté de nouvelles pistes d'action en fabriquant la thèse d'un autre génocide imaginaire, celui qui aurait été commis par le Front patriotique rwandais sur des Hutus. En outre, ils inversent les responsabilités en accusant le Front patriotique rwandais d'être l'auteur du génocide des Tutsis. Ce faisant, et pour mieux réussir leur plan, ces négationnistes ont inféodé
les institutions de certains États, les ONG et les organisations internationales et les instrumentalisent à l'accréditation de leurs mensonges. L'autre nouveauté se trouve au niveau des propagateurs de son négationnisme. Au départ, ils se situaient dans le clan des tueurs et des rebelles rwandais ou étrangers amis de l'ancien régime, auteurs du génocide. Désormais, les négationnistes se trouvent également au sein des groupes non impliqués directement dans le génocide qui se cachent derrière le libre exercice des droits civils et politiques pour prêcher l'idéologie du génocide et l'incitation publique et directe à renverser l'État rwandais et promouvoir la haine ethnique. Le génocide rwandais et les extrémistes hutus qui ont fui le pays en 1994 intoxiquent également. En utilisant l'idéologie de la haine et le négationnisme, ils utilisent les enfants. Et ces derniers deviennent des otages dits déni d'un crime qu'ils n'ont pas commis, mais qu'ils défendent pour l'honneur de leurs grands-parents, de leurs parents et de leurs amis. Or, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda est une évidence de portée internationale que la communauté internationale a accepté de protéger en inscrivant en 2023 les sites mémoriaux du génocide dans le patrimoine mondial. Longtemps avant, la communauté internationale a établi, dans une masse de décisions, l'évidence du génocide perpétré contre les Tutsis et s'est résolue à le réprimer. Je vais, dans un bref temps, rappeler quelques faits qui ont contribué à la reconnaissance internationale de ce génocide. D'abord, je rappelle un fait souvent ignoré, celui du plaidoyer de culpabilité du Premier ministre du gouvernement génocidaire Jean Kambanda, qui, le 1er mai 1998, a plaidé coupable devant le tribunal pénal international pour le Rwanda. Il a clairement reconnu sa responsabilité pénale individuelle et la responsabilité de l'État rwandais dans la planification et l'exécution du génocide perpétré contre les Tutsis. Et de fait, la période allant d'octobre 1990 à début 1994 contient des preuves évidentes du plan du génocide qui sont unanimement établies par toutes les instances internationales habilitées. Je rappelle encore une fois quelques faits, parce que là, ça fait 30 ans, très certainement que certains faits, certaines preuves ont été oubliées. Rappelons-en quelques-uns. En octobre 1990, une série de dépêches adressées à sa hiérarchie par l'ambassadeur de France au Rwanda à l'époque, Georges Martre, et l'attaché de défense, le colonel René Garnier, faisait état d'une situation de génocide au Rwanda en octobre 1990. Le rapport destiné à 6 institutions clés, la présidence de la République française, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Coopération, le ministère de la Défense, la Direction générale de la sécurité extérieure et la Direction des renseignements militaires, utilisaient l'expression génocide et évoquaient en 1990 un plan de son extension sur le territoire national. 3 exemples. La dépêche du 13 octobre 1990, signée conjointement par le colonel Garnier et l'ambassadeur Martre, note, je cite, « Les paysans hutus, organisés par le parti au pouvoir, MRND, ont intensifié la recherche des Tutsis dans les collines. Des massacres sont signalés dans la région du Nord, Kivirira. Le risque de généralisation paraît se concrétiser, concluait-il. » Une autre dépêche du 15 octobre 1990, adressée par l'ambassadeur Georges Martre au ministère français des Affaires étrangères et au chef d'état-major particulier du président de la République, Mitterrand, évoquait aussi un génocide contre les Tutsis en ces termes. Je cite, « La population rwandaise d'origine Tutsi compte sur une victoire militaire, même partielle du FPR, qui lui permettrait d'échapper au génocide. » Déjà, le terme génocide, l'ambassadeur Martre l'évoque le 15 octobre 1990.
Dernier exemple, la dépêche du 19 octobre 1990 signée par le colonel Garnier. Il signalait la gravité de la situation au Rwanda en ces termes. Je cite, « Il existe des possibilités de déclenchement de graves exactions à l'encontre des populations Tutsis de l'intérieur, directement encouragées par les plus durs du régime actuel, jouant ainsi les Rivatu. » Fin de citation. 4 ans après les faits, en 1998, l'ambassadeur Martre était auditionné par une mission parlementaire française. Il a encore repris les informations qu'ils avaient sur la préparation du génocide en disant ceci. Le génocide était prévisible dans cette période, en 1990. Certains Hutus avaient d'ailleurs eu l'audace d'y faire allusion. Le colonel Serubuga, chef d'état-major adjoint de l'armée rwandaise, s'est réjoui de l'attaque du FPR contre le Rwanda qui servirait de justification au massacre des Tutsis. Le génocide, a dit Martre, constituait une hantise quotidienne pour les Tutsis. Dès le début du mois d'octobre 1990, plusieurs milliers de personnes ont été emprisonnées à Kigali, la plupart en raison de leur appartenance à l'ethnie Tutsi ou parce qu'elles avaient des sympathies ou des communautés d'intérêt avec les Tutsis. Fin de citation. Et notre témoignage allant dans ce sens fut rapporté à la mission parlementaire française par le général Jean Varret, qui était chef de la coopération militaire entre la France et le Rwanda, entre la France et les États partenaires dont le Rwanda faisait partie entre octobre 1990 et avril 1993. Le général Varret a rapporté que lors d'une visite au Rwanda en 1991, il a rencontré le colonel Pierre-Célestin Rwagafirita, qui était à l'époque chef d'état-major de la gendarmerie rwandaise, et que le colonel Rwagafirita lui a dit ceci, je cite, « Les Tutsis sont trop nombreux, nous allons les liquider. » On est en 1991. Le général Varret l'a confirmé en donnant plus de détails dans un ouvrage récent qu'il vient de publier en fin 2023 sous le titre « Souviens-toi, mémoire à l'usage des générations futures ». C'est un ouvrage dont je vous recommande vivement. Outre les avis des diplomates en poste au Rwanda entre 1990 et 1994, qui ont été témoins de la préparation du génocide contre les Tutsis, des organisations internationales non gouvernementales avaient à leur tour recueilli maintes informations signalant le début d'exécution du plan d'extermination des Tutsis du Rwanda et ont rendu publiques ces informations. Je donne 3 exemples. Au mois de mai 1992, vous voyez bien que je vais d'année en année. Au mois de 1992, au mois de mai, Amnesty International a fait un bilan des violations des droits humains au Rwanda entre 1990 et 1992 et a noté, je cite, que des représentants du gouvernement rwandais ainsi que des membres des forces de sécurité appartenant à la majorité Hutu continuent à cautionner et à commettre impunément des violations des droits de l'homme dirigées essentiellement contre la minorité Tutsi, parmi lesquelles l'exécution extrajudiciaire de 1000 Tutsis en 1992. Le recours généralisé à la torture et à d'autres formes de mauvais traitements, des dizaines de disparitions, enfin l'emprisonnement dans la plupart des cas sans inculpation ni jugement de plus de 8000 personnes, parmi lesquelles de nombreux prisonniers d'opinion Tutsi. Un deuxième exemple, en 1993, une commission internationale d'enquête sur les violations des droits humains au Rwanda a été créée par 5 organisations non gouvernementales internationales sous la conduite de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Elle a effectué des enquêtes au Rwanda et a publié son rapport le 7 mars 1993. La commission a établi un constat accablant, mettant en évidence l'implication des plus hautes autorités rwandaises de l'État dans la préparation et l'exécution des massacres ethniques contre les Tutsis et a insisté sur un risque de génocide généralisé qu'encouraient les Tutsis. Ces rapports de ONG ont conduit la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme à agir. Et en avril 1993,
la commission de l'ONU, chargée des droits de l'homme, a dépêché au Rwanda le rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, M. Bakr Warindiaï, de nationalité sénégalaise, qui, après une profonde enquête de terrain au Rwanda, a adressé un rapport terrifiant précisant que les massacres ethniques sont perpétrés au Rwanda, qu'ils visaient les Tutsis et que les Tutsis étaient tués massivement, que ces massacres étaient commis par les milices, organisés par le parti au pouvoir MRND, les autorités locales et des membres de l'armée et de la gendarmerie. Le rapport qualifiait clairement de génocide ces massacres en question, en avril 1993. Le 11 janvier 1994, votre compatriote, notre ami, le général Roméo Dallaire, qui était chef de la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, la MINUAR, a envoyé un télégramme aux Nations Unies, à l'ONU, dans lequel il faisait état d'informations montrant que l'entourage du président Habyarimana projetait l'extermination des Tutsis de Kigali, avec une liste exhaustive de leurs habitations. Ces informations révélaient en plus l'existence d'une milice de 1700 hommes capables de tuer 1000 Tutsis en 20 minutes. Le télégramme signalait également l'existence d'une importante cache d'armes à Kigali dans les locaux de Félicien Kabuga, un homme d'affaires prospère à l'époque. Et ce télégramme informait l'ONU qu'il comptait lancer un raid pour faire échec à ce plan. Le chef du département des opérations de maintien de la paix, Kofi Annan, à l'époque, a interdit au général Dallaire de mener son opération. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ces quelques faits précurseurs du génocide, pris parmi des milliers d'autres, montrent avec une évidence indiscutable que le génocide consommé contre les Tutsis entre avril et juillet 1994 relevait d'un plan bien connu et soigneusement élaboré. Les élucubrations des négationnistes, fabriquées de toutes pièces pour leurs intérêts morbides, ne devraient plus vous induire en erreur, même lorsqu'elles sont véhiculées par des personnes comme Jody Riva, qui s'habillent de notoriété journalistique pour, en réalité, mener une campagne mensongère sur un génocide internationalement établi. Puisque les 30 ans qui viennent de s'écouler après la perpétration de ce génocide sont logiquement à mesure d'entraîner des oublis compréhensibles, permettez-moi de rappeler quelques étapes essentielles de la reconnaissance internationale de ce génocide. En date du 11 et 12 mai 1994, le haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, M. José Ayala Lasso, a fait une visite au Rwanda et, constatant la gravité des massacres dont il a été témoin, il a convoqué dès son retour à Genève une session extraordinaire sur le Rwanda qui s'est réunie les 24 et 25 mai 1994. La réunion a décidé de nommer un rapporteur spécial sur le Rwanda et a désigné le professeur René Denis-Segui, qui était doyen de la faculté de droit de l'Université d'Abidjan en Côte d'Ivoire, en lui octroyant une équipe d'enquêteurs spécialisés. Son premier rapport d'établissement des faits et l'analyse a été rendu public le 28 juin 1994 et il concluait qu'au Rwanda se commettait un génocide contre la population Tutsi en le disant en des termes crus, je cite, « La qualification de génocide doit être d'ores et déjà retenue en ce qui concerne les Tutsis. » On est le 28 juin 1994. En lisant ce rapport, le Conseil de sécurité a décidé d'agir. C'est ainsi que, le 1er juillet 1994, le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui avait, rappelons-le, à plusieurs reprises débattu la question du génocide, sans parvenir à adopter à temps des mesures efficaces pour y mettre fin, il a dans cette résolution décidé de mettre sur pied une commission de 3 experts. C'est la résolution 935. 3 experts africains qui étaient les suivants. M. Atsuko Fiamega, président de la commission, qui était originaire du Togo, Mme Abidieng, originaire de Guinée, et M. Salif Fomba du Mali, 3 experts de l'ONU.
Ils se sont déplacés au Rwanda, ils ont mené des enquêtes sur le terrain du 29 août au 17 septembre 1994 et ils ont publié deux rapports. Le premier, un rapport préliminaire rendu public le 4 octobre 1994, confirmait le constat du rapporteur René Denis Sogui d'un génocide contre les Tutsis. Et la Commission a insisté sur l'urgence de mettre en place une juridiction internationale chargée de juger les auteurs. Et la Commission a rendu son rapport final le 9 décembre 1994 qui confirmait le constat antérieur que je viens de rappeler. Pour agir, le Conseil de sécurité s'est saisi de ces rapports et le 8 novembre 1994 a créé le tribunal pénal international pour le Rwanda par la résolution 955 chargé de juger les auteurs des violations graves du droit international humanitaire commis au Rwanda en 1994 et sur le territoire d'États voisins. Le tribunal a commencé à travailler. Et dans son premier jugement, rendu le 2 septembre 1998, contre un ancien bourgmestre, Jean-Paul Akayesu, le tribunal a établi qu'un génocide a été commis au Rwanda contre la population Tutsi en notant ce qui suit. Il apparaît clairement que les massacres survenus au Rwanda en 1994 visaient un objectif déterminé, celui d'exterminer les Tutsis, choisis spécialement en raison de leur appartenance ethnique. C'est un génocide qui a été commis au Rwanda en 1994 contre le groupe ethnique Tutsi en tant que tel. Fin de citation. Malgré cette qualification du tribunal, qui ne soulevait aucune ambiguïté, des négationnistes ont continué à prétendre au sein même du tribunal international, notamment à travers les avocats de la défense et des experts, dont plusieurs Canadiens, tels Maître John Philippot, Maître La Rochelle Philippe et autres, ils ont continué à prétendre qu'il n'y avait pas eu de génocide contre les Tutsis, ou bien qu'il y avait eu un double génocide. Ces dérives ont amené le tribunal à agir encore une fois, le 16 décembre 2006. Et le tribunal a formulé un constat judiciaire stipulant que le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994 constituait désormais un fait de notoriété publique dont l'existence factuelle et juridique ne peut plus être en aucun cas une matière à contestation. Poursuivant le même chemin, pour mettre fin au négationnisme et à la déformation de la vérité historique et judiciaire, le Conseil de sécurité a voté le 16 avril 2014, il y a 10 ans, la résolution 2150 qui contient 3 éléments importants suivants. Le premier, le Conseil de sécurité a rappelé la matérialité du génocide commis contre les Tutsis et son évidence. Deuxième fait, le Conseil de sécurité a rappelé aux États, tous les États, l'obligation de poursuivre les auteurs du génocide des Tutsis partout où ils se trouvent, les juger sur leur territoire ou les extrader au Rwanda, y compris les membres du groupe criminel des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, une opération qui n'a d'ailleurs aucun sens puisque le Rwanda actuel n'a pas besoin d'être libéré de qui que ce soit, surtout pas par ces criminels qui se cachent au Congo. Enfin, le Conseil de sécurité a rappelé aux États l'obligation de réprimer le négationnisme du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Pour mieux saisir la portée et le contenu de cette importante résolution, je vais citer certains extraits. Ils sont tellement clairs qu'ils devraient occasionner l'action rapide de tous les acteurs pour l'appliquer aussi vite que possible. Je cite le Conseil de sécurité, qui note ceci. Il existe des preuves accablantes que des actes de génocide ont été commis à l'encontre du groupe ethnique Tutsi. La Chambre d'appel du tribunal pénal international pour le Rwanda a dressé un constat judiciaire concluant que le génocide des Tutsis était un fait de notoriété publique. Un génocide a été commis au Rwanda contre le groupe ethnique Tutsi. Plus d'1 million de victimes ont été tuées dans ce génocide.
Et prenant note en s'en inquiétant, retenez bien, prenant note en s'en inquiétant de toute forme de négation de ce génocide. C'est le Conseil de sécurité qui note cela. Souligne qu'il importe de tirer les leçons du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Condamne sans réserve toute négation de ce génocide et invite instamment les États membres à se doter des programmes éducatifs pour graver dans l'esprit des générations futures les leçons du génocide contre les Tutsis dans le but d'en prévenir d'autres dans l'avenir. Salue les efforts déployés par les États membres pour mener des enquêtes et poursuivre toutes les personnes accusées de ce génocide. Demande à tous les États d'enquêter sur les faits, d'arrêter, de poursuivre ou d'extrader en exécution de leurs obligations internationales en la matière tout fugitif accusé de génocide qui réside sur les territoires, y compris les dirigeants des FDLR. Fin de citation. C'est une résolution importante, extrêmement claire sur les différents aspects que je viens d'évoquer. C'est donc ici où les parlements des États devraient agir en mettant en application des lois et règlements sanctionnant le négationnisme et du génocide commis contre les Tutsis, puisque désormais il s'agit d'une obligation internationale. Il faut aussi rappeler que le 28 janvier 2018, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté à l'unanimité une résolution désignant la date 17 avril comme la journée internationale de réflexion sur le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. C'est ce qui est fait chaque année par des États, dont le Canada, et je tiens à vous remercier pour ce travail que vous faites de commémoration chaque 7 avril. Côté justice, il y a plusieurs États qui ont jugé au sein de leur juridiction des auteurs du génocide contre les Tutsis au Rwanda. La Belgique vient d'en juger 12, la Suède 2, l'Allemagne 3, le Canada 2. Et le Canada a d'ailleurs extradé Léo Mugesera et des autres personnes, et c'est un acte que nous encourageons énormément, et nous félicitons aussi toutes les personnes qui ont agi pour que ces résolutions puissent se faire. D'autres pays comme les Pays-Bas ont jugé aussi des génocidaires, la Norvège, la Suède, la Finlande et la France, dont Alain Gauthier est ici, qui représente le collectif des partis civils pour le Rwanda, dont nous le remercions beaucoup pour son travail énorme. Il va vous en parler. Et nous souhaitons que de tels actes judiciaires puissent être poursuivis. J'ai eu l'honneur d'être reçu ce matin par le ministre de la Justice et par le président du Parlement. J'ai pu leur parler de cette urgence. Ça fait maintenant 30 ans. Les témoins vieillissent, d'autres meurent, les preuves disparaissent. Donc, il est vraiment temps d'agir assez rapidement parce que le temps qui passe bénéficie aux criminels. Dans le même ordre de mesure, et j'en terminerai par là, il y a des États qui ont adopté des lois de répression du négationnisme en application de la résolution du Conseil de sécurité dont je vous ai parlé. Je vais vous donner quelques exemples pour inciter le Canada à aller dans le même sens. Depuis 1995, la Suisse réprime le négationnisme de tout génocide dans son code pénal. L'article dit ceci. Celui qui, publiquement, niera, minimisera grossièrement ou tente de justifier un génocide ou autre crime contre l'humanité sur le territoire suisse sera puni d'un emprisonnement de 3 ans maximum ou de 40 000 francs d'amende. L'Autriche, j'en ai vraiment pris quelques cas, sur plusieurs cas possibles. L'Autriche dispose d'une loi qui punit le négationnisme en ces termes. Sera puni celui qui nie, minimise grossièrement, approuve ou cherche à justifier le génocide ou d'autres crimes contre l'humanité, ou y consent, ou les justifie, ou lors d'une émission, ou sous un autre support, ou de quelque autre manière accessible à un grand nombre de personnes. Une très belle loi. L'Allemagne dispose d'une loi de 1994 aussi qui punit le négationnisme en ces termes. Celui qui, publiquement, ou lors d'une réunion, nie, diminue ou approuve un acte commis sous le régime du national-socialisme
d'une manière susceptible de troubler l'ordre public, est puni d'une peine de 5 ans de prison. Le Luxembourg a aussi une loi dans ce sens. Je cite la loi. Est punissable la contestation, la minimisation, la justification ou la négation de l'existence d'un ou de plusieurs crimes contre l'humanité ou crimes de guerre tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international de Nuremberg. La France aussi dispose depuis 2017 d'une loi punissant le négationnisme et du génocide perpétré contre les Tutsis d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. C'est une loi qui réprime le négationnisme de tout génocide internationalement reconnu. Bon, il y a plusieurs exemples dans ce sens-là. Si je les citais, ce serait vraiment long. Permettez-moi d'aller vers ma conclusion. Au niveau des tribunaux internationaux, notamment la Cour européenne des droits de l'homme et le Comité des droits de l'homme et des Nations unies, ils ont eu à plusieurs reprises à connaître des cas de négationnistes et d'y répondre. Je prends des exemples. La Cour européenne des droits de l'homme est dans l'affaire Roger Garaudy. Roger Garaudy est un négationniste français qui a fait plusieurs articles et ouvrages qui nient la Shoah. Dans une décision du 24 juin 2003, voici ce qu'a noté la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a des limites à la liberté d'expression. La justification d'une politique pro-nazie ne peut pas bénéficier de la protection de l'article 10 sur la liberté d'expression et le déni des faits historiques clairement établis tels que l'Holocauste. On peut y ajouter l'Holocauste et le génocide contre les Tutsis parce qu'il s'agit d'un crime international reconnu. Le Comité des droits de l'homme des Nations unies, dans une décision du 8 novembre 1996, concernant un autre négationniste français, Robert Forisson, a noté ceci. Les dissertations prétendument historiques sur la négation ou la révision de faits tels que l'Holocauste ou l'existence des camps de la mort nazis se voient soustraites à la protection due à la liberté d'expression. Le Comité des droits de l'homme et de l'ONU tient surtout à condamner le discours raciste et relève en particulier que la négation de l'Holocauste est le principal vecteur de l'antisémitisme. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ces quelques éléments que j'ai brossés rapidement vous montrent qu'il existe une base juridique internationale de réprimer le négationnisme du génocide commis contre les Tutsis. C'est donc une nécessité impérieuse pour les parlementaires canadiens et les citoyens canadiens de mettre en place un système juridique permettant de sanctionner tout auteur de déni d'un génocide internationalement établi. Des auteurs canadiens ou des Rwandais imbus de l'idéologie ethniste ayant obtenu la nationalité canadienne s'évertuent à profiter de la facilité offerte par les réseaux sociaux pour diffuser des propos de négation de ce génocide et intoxiquent l'unité que nous venons d'acquérir au Rwanda. Outre Jody Reva, il y a d'autres individus qui font des actes négationnistes similaires, comme les frères John et Robin Philippot, dont j'ai parlé, Christopher Black, Bernard Dogagné et bien d'autres, qui propagent à outrance, à partir du Canada, des publications et récits de haine et de déni du génocide des Tutsis qui ne méritent pas leur place dans un État démocratique qu'est le Canada. Il y a enfin des acteurs rwandais qui, installés au Canada, diffusent via ces réseaux sociaux des actes qui intoxiquent la jeunesse rwandaise, et ça, il faut vraiment les combattre. Le temps presse du zéro droit pour stopper ces manœuvres, aussi criminelles que le génocide lui-même. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention et je sais bien que votre action suivra. Merci.